Hypnose spirituelle, hypnose régressive, 4 erreurs à éviter. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, formateur en thérapie brève et aussi infirmier diplômé d'État. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, 4 erreurs à éviter en hypnose spirituelle. Pour autant, je ne suis pas le spécialiste de l'hypnose spirituelle. Il y a une personne qui est un spécialiste en la matière et c'est monsieur Frédéric Barbet. Alors, que va-t-on faire dans cette vidéo? Eh bien, je vais tout simplement lui laisser la parole. Il n'est pas avec moi ici, là, maintenant, grâce à un montage vidéo, grâce à la magie de YouTube et grâce à la magie des vidéos, eh bien, il va enchaîner dans quelques instants. Ces quelques instants passés avec Frédéric Barbet qui va vous partager du contenu, je vous les souhaite les plus agréables possibles. C'est tout de suite, ça démarre dans quelques instants. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt. Bonjour à vous, bonjour David et merci de me laisser un espace dans cette vidéo sur ta chaîne, j'en suis très honoré. Je m'appelle Frédéric Barbet, je suis praticien en hypnose ericksonienne mais aussi régressive et spirituelle. Je suis également formateur et directeur d'une école qui forme à ces différentes pratiques. Et c'est à ce titre-là que David m'a proposé d'intervenir pour vous faire part de ce qui, selon moi, représente 4 erreurs fondamentales dans la pratique de l'hypnose régressive et spirituelle. Vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, que c'est un courant qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, on le trouve sous diverses appellations: hypnose spirituelle, hypnose transpersonnelle, hypnose quantique. Certains titres d'ailleurs, ou plutôt certains noms, ont été déposés, et d'autres pas. En tout cas, pour moi, c'est un peu la même chose dès lors qu'on sort de la réalité objective et concrète, quelque chose qui est mesurable pour tous. Néanmoins, et j'en suis la preuve vivante, c'est quelque chose qui est à la fois passionnant et extrêmement transformateur, et en plus, ça répond quand même très sérieusement à une question qui est encore plus en vogue ces dernières années, c'est qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est une question existentielle, une question importante qui rejoint d'ailleurs d'autres espaces, d'autres pressions même existentielles comme la faim, FIN, la solitude, la responsabilité, et cette question de la quête de sens dans la vie est fondamentale et c'est là où je crois qu'elle prend encore plus d'ampleur, d'où la naissance de tous ces courants, si on peut le dire comme ça, ces dernières années. Pour moi, la première erreur fondamentale dans la pratique, je me place du côté du professionnel, surtout en ce qui concerne l'hypnose régressive, spirituelle, c'est d'être en tri sur soi. Alors c'est une notion qu'on connaît bien en hypnose, être en tri sur soi ou être en tri sur l'autre. Être en tri sur l'autre, c'est la bonne posture, c'est-à-dire de rentrer dans la carte du monde de l'autre et ne pas être en tri sur soi, c'est-à-dire filtrer la séance par rapport à ses propres croyances. En d'autres termes, quand on pratique l'hypnose régressive en tant que professionnel, on croit profondément tout ce que l'autre croit. Si lui est convaincu que Dieu existe, nous l'emmenons dans ce territoire-là. S'il croit qu'il y a d'autres formes de vie sur Terre, ou extraterrestres même, nous allons dans ce territoire-là. On n'a pas à savoir si c'est vrai ou pas, l'autre est persuadé que ça existe, et il est persuadé que ça va l'aider à se transformer. Si une personne consulte pour communiquer avec les défunts, nous l'emmenons communiquer avec les défunts parce que ça répond à ses valeurs, à ses croyances et à sa demande. À partir du moment où il y a un objectif concret, thérapeutique, qui lui est mesurable, alors
le champ des possibles existe et l'hypnose spirituelle, pour cela, est extraordinaire à partir du moment où on n'enferme pas le consultant dans sa propre croyance. La deuxième erreur, et je vais me tourner légèrement vers mon écran de contrôle pour vérifier les 4 points que je voudrais aborder avec vous. Le deuxième point pour moi qui est une source d'erreur, c'est de chercher à analyser à la fin de la séance le contenu de la séance. Bien sûr, à la fin de la séance, on peut recueillir un sentiment, on peut s'assurer que la personne va bien, qu'elle est bien sortie de sa transe hypnotique, et il me semble en même temps que le mieux à faire, c'est de laisser faire, de laisser l'expérience être intégrée par le consultant lui-même, quitte à fixer un rendez-vous plus tard, peut-être 2, 3 semaines, 1 mois après. C'est pas absurde comme temps en tout cas, 2 à 3 semaines, voire 1 mois. Et ensuite, on peut y mettre un petit temps d'analyse. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à l'analyse, je crois beaucoup au travail du conscient et de tout ce que le consultant va pouvoir trouver comme clé de compréhension, comme clé de motivation, comme clé du changement à l'intérieur de son expérience. Mais dans un premier temps, si on cherche à mettre de l'analyse immédiatement, eh bien en fait on remet le conscient en marche, on détricote tout ce que l'inconscient a cherché à faire pendant l'expérience elle-même. Alors même si les clients, les consultants, les patients, selon que vous soyez professionnel de santé ou non, vous prenez le mot qui vous va bien, moi j'utilise plutôt consultant. Les consultants, donc, souvent ont envie de parler de ce qu'ils ont vécu, d'avoir presque parfois aussi une validation de notre part. Stop. Erickson faisait quelque chose de très bien, c'est que dès que la séance était terminée, eh bien, il parlait de toute autre chose. Et je crois que c'est la meilleure façon de faire pour ne pas réanimer tout de suite, réactiver l'espace du conscient, alors même qu'à l'inconscient, il est en train de se passer plein de choses, des bascules, des changements, des nouveaux circuits de pensée, des nouvelles manières d'être et d'agir dans la réalité de la vie du consultant. Cela dit, c'est vrai aussi pour l'hypnose sous d'autres formes. Le troisième point, c'est une source d'erreur pourrait être de se dire que moi, ma séance, elle dure 1 heure, donc je laisse 1 heure. L'espace-temps, on le sait très bien, à l'inconscient, est quelque chose d'un petit peu plus abstrait. En tout cas, je crois même que ça n'existe pas. Le temps est quelque chose du conscient. Et l'erreur serait de vouloir faire rentrer absolument le temps de la séance dans un temps déterminé, même si je peux le concevoir que l'agenda étant parfois rempli, eh bien, il faut faire de son mieux pour pouvoir recevoir les clients après et ne pas être en retard. Mais toutefois, personnellement, ce que je fais, notamment sur les hypnoses régressives dans les vies antérieures, je prends 3 heures. Je prends 3 heures sur mon agenda, c'est-à-dire que le matin, à la rigueur, je ne fais que ça. Peut-être une séance l'après-midi, et dans ce temps de 3 heures, je pars sur 2 heures, 2h15 de séance. Et si toutefois, j'avais besoin, ou le consultant avait besoin, c'est pas mon besoin à moi finalement, de plus de temps d'exploration parce qu'on est au bon endroit à ce moment-là, eh bien je peux comme ça dilater un peu le temps. Le consultant, lui, ne se rendra compte de rien parce que 3 heures de séance, pour lui, ça va lui paraître extrêmement parfois court. Et puis nous, ça va nous mettre en sécurité parce qu'à l'inverse, si on commence à explorer quelque chose d'intense, avec beaucoup d'informations, intense émotionnellement, ce sera mon 4e point, ce serait dommage de couper là alors que peut-être qu'on est en train de toucher l'essentiel. Donc pour moi, la 3e erreur à éviter quand on pratique l'hypnose régressive, c'est de ne pas laisser suffisamment de temps à l'autre pour explorer. Et c'est des temps souvent quand même plus longs que l'hypnose thérapeutique, hypnose
ericksonienne, où là, fondamentalement, on va au rythme de l'autre, dans son univers en plus, dont on ne sait pas du tout lequel il va être au départ, et on va jouer donc les détectives tout en étant en tri sur l'autre, confère à la première erreur à éviter. Et puis là, on va se laisser surprendre parfois que son univers est beaucoup plus vaste que prévu, et que c'est lui qui va nous embarquer quand même dans l'expérience. Avec notre cadre, avec notre lead, notre sécurité. C'est vrai, mais c'est lui quand même qui voyage. Et comme je l'ai dit, le quatrième point, quatrième erreur à éviter pour moi, c'est d'interrompre les cycles d'intensité émotionnelle. En hypnose, vous le savez, lorsqu'il y a de l'émotion, c'est bon, quoi. On est au bon endroit. Même si c'est des décharges émotionnelles relativement intenses, bien sûr, tout cela se fait encore une fois dans un cadre qui est prévu, avec peut-être la connaissance de ce que sont les abréactions, et puis de ce qui est du domaine du trop, au-delà de l'abréaction, ce qui est déjà pas mal. Et même s'il y avait une forme de réaction comme ça un peu forte, eh bien laissez faire, parce que là est en train de se vivre quelque chose. En hypnose, on recherche le sommet, le pic de l'émotion, qui dure pas si longtemps que ça, maximum 90 secondes, à peu près, c'est ça le temps d'une intensité émotionnelle. Après, c'est plus de l'émotion, après c'est du sentiment. Et là où il va y avoir de l'émotion, il va y avoir un champ de possibles. Un champ de transformation, c'est là où on va pouvoir créer une bascule à l'intérieur. Imaginez ce que ça peut représenter en hypnose régressive, en hypnose spirituelle, lorsqu'une personne dit qu'elle rencontre Dieu. Alors pardon, je reprends encore ce nom-là, mais ce qu'il y a de divin, en tout cas pour elle, c'est quand même pas rien, et c'est quand même super intense. Donc ce serait très malheureux de couper, et souvent les praticiens coupent parce qu'ils ont peur de l'émotion de l'autre. Alors que l'autre est en train de vivre un truc qui va bien, quoi. Ou même s'il y a beaucoup de pleurs, pourquoi est-ce qu'on irait coller une étiquette, faire une projection sur le fait qu'il est en train de traverser quelque chose de difficile ou que c'est triste? Non, c'est peut-être tout simplement extrêmement intense. Et 30%, alors ça c'est une statistique personnelle que j'ai tenue aussi pour me permettre de m'appuyer sur un certain nombre de faits, notamment quand j'écris des bouquins, j'aime bien me baser quand même sur des études, et c'est pas évident de trouver des études là-dessus. Il y a des choses, notamment grâce au travail d'Olivier Chambon, par exemple, je pense à lui, mais il y en a d'autres, où 30% à peu près des expériences comme ça, régressives, vont être des expériences avec beaucoup d'intensité émotionnelle. Il va y avoir aussi des expériences avec des perceptions sensorielles, corporelles, des choses qu'on ressent dans le corps. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est fréquent. Donc, laissons vivre l'intensité émotionnelle. Et puis si on a un doute, on demande en transe. On demande à l'inconscient si c'est OK pour l'autre. Il y a tout un tas de possibilités pour vérifier que l'expérience est acceptable. Voilà les 4 points que je voulais aborder avec vous. J'espère que cela vous aura plu. Et je remercie encore David de m'avoir laissé un temps d'expression passionnante, pour moi en tout cas, j'aime beaucoup cela, sur sa chaîne. Merci encore. Et je vous souhaite une excellente continuation.